région pour s'enrichir au nectar de ces midis. Bienvenue donc à tous, mesdames et messieurs. Il y a des spécialités culture, ciné, sciences et plus encore dans la marmite. Rassurez-vous, hein, il y en aura pour tout le monde. Tout le monde sera servi. On pourra même servir chacun des élèves de l'établissement Gloris de Yopougon, bien sûr, en notre compagnie. Et si vous êtes habitués, vous devez donc le savoir. Ces midis, ce sont des guests en plateau chaque jour de la semaine et un impact certain après leur passage sur notre plateau. Les témoignages sont nombreux. Nous avons donc pour ce jour sélectionné celui de Madame Bla Louise, qui avait été invitée ici le 28 janvier 2019, une non-voyante qui avait bravement élevé ses 3 enfants. Et voici tout de suite son retour d'expérience avant de revenir en plateau, échanger avec nos chers copains. On m'a envoyé choses chez les gens pour soigner. Mais ces temps-là, il n'y a pas assez d'hôpital. Donc, c'est indigène là, et ils font. Vous étiez au village? Oui. C'est indigène là, les gens mettent dans mes yeux. Je m'appelle Bla Louise. Bla Louise. Le 28 janvier l'an 2019. C'est là qu'on m'a appelé ici. Quand j'ai fini de parler, ceux qui m'ont appelé pour me donner un peu là. J'ai pris pour dépenser parce que ma dernière fille, là, comme elle est fréquente là, j'ai pris pour faire tout pour son école. L'an 2020, là, elle a eu bac. Hassan, il m'a donné 300 000, il m'a donné carreau, tout. 5 sacs de riz, tout et tout. Il m'a fait ça. Ce midi, il a trop fait pour moi. Dieu va les bénir. Et voilà, des histoires émouvantes et touchantes que vous pouvez partager avec nous ici même à ce midi toute la semaine. Merci de nous suivre, mesdames et messieurs. Je parlais de copains, effectivement, puisqu'on est là tous les jours comme en famille. On se voit, on se revoit par là. Bonjour les potes. Allez. Et les copines, comme le volet mignon. Salut les copains. Salut les copains. Allez, ça se passe bien ou pas? Ça va, tranquille. Très très bien, d'accord. Écoutez, voilà, question que je voulais poser déjà dans un premier temps. Qu'est-ce que vous avez là sur la table? Qu'est-ce que c'est? C'est le but de ma chronique, mais je me le préserve jalousement pour vous en parler tout à l'heure. C'est un livre ou un DVD? Je suis pas sûr de, c'est quelque chose, en tout cas, du cinéma. D'accord, allez, tenez-vous prêts. On va tout de suite engager cette émission avec vous, Alissa. Ah, d'accord. Ça vous tente de passer en premier ou pas? Ça me tente. D'accord, ok, c'est parti. Alissar Zena Khalil, c'est Midi People. Alors, merci ma chérie, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, cette semaine, je vais parler d'un sujet un peu sensible pour certaines femmes. Le top modèle Naomi Campbell, âgée de 50 ans, a posté hier sur les réseaux sociaux qu'elle était maman pour la première fois d'une petite fille. Alors, 50 ans. Oui, à 50 ans. Je sais que jusque-là... Est-ce que c'est chose rare? 50 ans pour normal. une femme, 50 ans pour avoir un enfant, après ça dépend. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Tu as des femmes qui peuvent avoir des enfants à 50 ans, tu as des femmes qui ne peuvent même pas avoir d'enfants à 20 ans. Donc toutes les femmes sont vraiment différentes. Ce qu'il faut préciser, c'est que Naomi Campbell n'a pas donné la procédure par laquelle elle est passée pour avoir son enfant. Voilà. On ne sait pas si c'est par mère porteuse, par adoption ou par insémination jusqu'à présent, silence radio. Mais ce qui a vraiment attiré moi mon attention, c'est que les avis étaient vraiment partagés. Tu avais certaines personnes qui trouvaient que c'est vraiment égoïste de décider pour une femme de faire un enfant à 50 ans parce que l'enfant à 20 ans, tu as 70 ans, c'est pas sûr que tu sois encore en vie pour prendre soin de ton enfant. Et tu avais certaines personnes au fait qui trouvaient que ouais, c'est génial. Après, peut-être qu'elle a désigné des personnes pour s'occuper de l'enfant si elle n'était plus en vie. Parce que ce que moi j'aimerais préciser, c'est qu'après, c'est seulement le créateur qui sait à quel moment qu'il nous rappelle. Tu as certaines personnes même qui font des enfants à 20 ans et qui ne restent même pas à 21 ans pour s'en occuper. Après, chacun un peu libre. Je ne sais pas si Andrea se sent concernée par ce que vous dites, parce qu'elle a décidé, jusque-là, elle n'a pas encore décidé de faire des enfants. Ouais. Mais elle n'a même pas 30 ans. C'est quoi le problème? Ça va. En fait, je suis rassurée de savoir qu'on peut faire des enfants à 50 ans déjà. Ok. Parce que la petite pique là, j'ai compris. Je ne suis pas pressée du coup. Non mais quoi? Il n'y a pas de différence entre Andrea dans sa posture et Naomi Campbell?
Bah non, elle fait les enfants quand elle veut. Moi, je pense qu'il n'y a même pas de débat à faire. Quand elle se sentit prête de faire son enfant, elle fait. Et puis les avis des autres, enfin, c'est pas son problème. Mais déjà, on nous parle souvent de ménopause à un certain âge. Bah ouais, on est après la ménopause. Oui. Ou, après, ça dépend, hein, ça dépend de ménopause. l'âge. Non, après, tu as des personnes à 30 ans qui sont déjà ménopausées. Comme Comme tu as la des personnes ménopause normale, généralement, c'est à partir de 42, 45 ans. 42, 45. 40, 45. Voilà, Tout à l'heure, il y a M. Ondju qui me disait qu'il y a une amie à 48 ans qui a fait des jumeaux. Mais ça, c'est des cas exceptionnels. Mais la médecine dit quoi? C'est à partir de 40, 42 jusqu'à 45, on est ménopausé maximum. Donc, c'est vrai que faire un enfant à partir de 50 ans, ça révèle de l'extraordinaire. Ça arrive, ce sont des cas exceptionnels. D'où la question que je vous avez posée, est-ce que c'est un fait rare? Oui. Ben oui. Après, après, concernant la ménopause, ça me tombe là-dessus. Je viens après d'apprendre qu'on a 42 ans, on est ménopausé. Mais bon, je veux dire que, moi qui ai grandi au village, on voyait des tatas qui avaient même 50 ans qui tombaient enceintes au fait. Après, je me dis, il y a l'alimentation, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de jeu. Maintenant, bon, après... Bon, pour la question un peu dans la philosophie réseaux sociaux, parce qu'à aucun moment, je me souviens avoir vu une photo de Naomi Campbell. Enceinte? Voilà. Effectivement, c'est ce qui aussi a choqué les internautes parce qu'elle n'a jamais posté de photo d'elle enceinte. Comme je le disais à l'entame de la chronique, on ne sait pas par quelle procédure, au fait, jusqu'à présent, elle est passée pour avoir son bébé. Si c'est un enfant qu'elle a porté elle-même, si elle a utilisé une mère porteuse ou bien si elle est passée par l'adoption. Jusqu'à présent encore, elle ne s'est pas encore située sur le sujet. D'accord. Alors, vous êtes un homme, mon cher Aloussen. Qu'est-ce que vous en pensez pour une femme de patienter aussi longtemps avant d'avoir un enfant? Après, ça après quoi? Après 50 ans. Comment ça passe pas après? Après ma question ou pas? Je me dis que ça n'engage qu'elle. Après, avec son vous en foutez royalement, en fait. Bon, d'accord, c'est que... Merci. Non. Allez, ne dites pas, arrêtez. Vous en pensez quoi? Non, pour ma part, je pense que c'est risqué d'attendre cet âge-là pour essayer de faire un enfant. C'est risqué dans quel sens? Si elle décide de porter le bébé elle-même ou bien si elle décide de Oui, dans le passer sens par où elle l'adoption? porte le bébé parce que... Bon, attention, il y a des femmes qui vous écoutent. Dans tous les sens. Dans tous les sens. Je continue, je disais. Voilà. Réponds à la question. Non, en fait, quand elle porte l'enfant elle-même, je pense que c'est risqué. Ouais. Parce que le corps, il n'est plus très... Pas toutes les énergies frais nécessaires comme pour quand nourrir elle a l'enfant. ses 20 ans, ses 30 ans et tout ça. Donc, il faut faire attention. Ce sont des grossesses qui sont risquées à partir d'un certain âge. 40 ans, 50 ans, le corps n'est plus très vif. Donc, c'est un peu... Tout ça, c'est relatif. Ça remet beaucoup de choses en jeu. Le D'accord. pronostic vital est un peu en jeu. Ok. Alors, il faut faire attention. Il faut faire les enfants. André, attendez bien plus l'oreille jeunes. pendant qu'il parle. Hein. Il dit des choses qui sont très sensées. Et André, il faut faire des enfants pendant que nous sommes encore jeunes. Non, mais après, moi comme on a dit tout à l'heure, c'est Dieu qui décide de tout. Et puis même les risques, c'est à tous les niveaux. Effectivement. On peut aussi parler de... Même à 20 ans. Même à 20 ans, tu peux faire Ça ton peut enfant être une aujourd'hui. Et puis tu grossesse meurs en risquée. couche ou bien peut-être que tu n'as pas l'opportunité de t'occuper de ton enfant. 50 ans, il y en a qui parlaient sur les réseaux sociaux, c'est égoïste de sa part de faire un enfant à 50 ans. Effectivement, on peut le prendre sous cet angle-là parce qu'on se dit, mais est-ce qu'elle aura véritablement le temps de s'occuper de cet enfant-là? Donc les risques sont à tous les niveaux. Que tu aies 20 ans ou 50 ans, quand tu fais un enfant, tu prends des risques. D'accord, merci. Je récupère. Lâchez-moi la grappe, s'il vous plaît. Moi, en fait, ce que je me demande, est-ce que c'est un choix de Naomi Campbell de ne pas vouloir faire d'enfant jusqu'à l'âge de 50 ans? Aïe. Vous demandez Voilà. Peut-être qu'elle est malade aussi, on ne sait pas. Non, je veux dire que ça peut arriver. Et moi, quelle que soit l'origine de cet enfant, que ce soit un enfant qu'elle a porté dans son ventre ou que ce soit une adoption, si elle est contente d'avoir un enfant aujourd'hui, ce n'est qu'une belle chose et c'est à saluer, c'est tout. Donc, Effectivement. chacun vive sa vie comme il l'entend. Tranquillement. D'accord, Exactly. merci beaucoup. On reste toujours dans cette notion valeur ordre d'âge, puisque vous avez une histoire relative. Un monsieur, Oui. un brave homme Justement. d'un certain âge, D'un certain âge, surtout. voilà, qui a vécu une expérience qui a Assez- fait parler la toile. Une expérience extraordinaire dont je vais vous parler tout de suite, je pense, après le jingle. Rizian, c'est famille. Voilà, aujourd'hui, nous avons une histoire assez particulière, comme l'a dit Jean-Michel. Il s'agit du vieux Daouda. Le vieux Daouda qui, à travers les réseaux sociaux, a reçu une aide. Alors, C'est qui déjà le vieux Daouda? le vieux Daouda, Si on connaît Daouda le sentimental, bon, mais Non, lui, le Daouda, on ne c'est- sait pas si c'est... c'est tout ce qu'on sait de lui. On sait qu'il habite à Bobo Kennedy et que certains internautes ont reposté ses conditions de vie qui étaient assez difficiles. Alors, savoir il avait du mal à s'en sortir de façon journalière. Il était obligé de pousser les charrettes, comme on dit, les pousse-pousse, pour s'en sortir chaque jour, alors qu'il a 75 ans. Genre autour. Waouh. Il faut dire que pour Voilà. cette vidéo à l'écran, on était dans la période du mois de carême. Donc, Carême, il était voilà, à justement. jeun.
et il poussait lui a la tâche pour ramener de quoi à la maison. Voilà, donc c'est une histoire que tout le monde a vue sur les réseaux sociaux. Et là, il y a une âme généreuse qui a décidé d'apporter une aide, un souffle, une somme d'1 million de francs CFA avec des vivres qui lui ont été remis. Et là, le vieux, il était sous le choc, il a pleuré toutes les larmes de son corps. Et donc, c'est une action que nous avons voulu vous présenter aujourd'hui pour vous dire combien de fois la générosité est importante. Et c'est le lieu en même temps de faire la différence entre la générosité et la solidarité. Voilà, la générosité, on peut apporter, peut-être, j'ai 50 000 francs que je donne à Jean-Michel. Voilà. Et que je vous donne, c'est un exemple. 50 000 francs que vous êtes très pragmatique comme personne, j'imagine. Vous êtes quelqu'un de très pragmatique comme vous faites. Je vous vois venir. Donc là, je vous remets les 50 000. Là, sur le champ, ça gère un problème, mais après, vous n'avez pas de quoi vous en sortir de façon régulière. Effectivement. Alors, pourtant, la solidarité, c'est d'essayer d'emmener tout le monde au même niveau de vie en apportant quelque chose qui puisse perdurer dans le temps. Et c'est un peu ce qu'on a fait pour le vieux Daouda, et je pense que c'est à saluer. Voilà. C'est un exemple que vous devez suivre aujourd'hui. Que nous devons suivre, vous êtes concernés aussi. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. C'est peut-être lui le généreux donateur. On n'a aucune information sur le généreux donateur. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est pas... Si c'est moi... Non, en fait, on a une idée du donateur, mais qui veut garder l'anonymat. Je pense que c'est bien. Je veux juste renchérir au fait sur le sujet des rises et dire que c'est pas parce que c'est pas parce que certaines personnes ne montrent pas sur les réseaux le bien qu'elles font, qu'elles ne font pas de bien. Justement. Voilà. Il y a plein de personnes qui font... Effectivement, c'est ce qui est conseillé d'ailleurs, de ne rien montrer. Un peu comme pour le Voilà, c'est-à-dire que quand ta main droite donne, ta main gauche ne doit pas... Oh là là, c'est tellement bien dit. Voilà. Mais pourquoi Alors, on va interpeller avec sa main gauche, s'il vous plaît. Moi, j'ai une préoccupation, voilà. Pourquoi vous qualifiez cet acte d'acte solidaire? Est-ce à cause du montant ou il y a une autre raison? Parce que moi, j'aurais parlé de solidarité dans la mesure où on mettait, par exemple, une activité particulière en place qui allait lui permettre d'avoir de l'argent régulièrement. Mais là, quand on lui donne comme ça, est-ce que... Ça peut réussir à... Moi, c'est bien que vous n'êtes pas en harmonie sur la définition de la solidarité. Est-ce qu'on doit vous renvoyer tous les deux à vos... à vos cahiers? Il n'y a pas de définition officielle. Le montant peut justifier le fait que je parle de solidarité parce que c'est un montant qui peut changer sa vie aussi. Il est très sage. À 75 ans, il travaille. Donc, prendre quelque chose qui pourrait lui permettre de suivre pour le restant de ses jours. Ou même de créer une activité. Justement. Une autre activité. Une autre activité. Alors, j'aimerais ajouter que c'est le lieu pour vous. C'est le lieu pour vous de penser à faire du bien autour de... Mais pour nous tous, on le fait. Pour vous, oui. 15 ans et qu'il est en train de parler à ses enfants. Mais pour nous Allez, Riz, je voudrais vous présenter, puisque vous êtes animateur, hein, au-delà d'être chroniqueur ici. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes animateur de... Animateur off, voilà. Parlez avec conviction, s'il vous plaît. Non, Jean-Michel. D'accord, on va rencontrer un animateur, un sacré animateur, franchement, qui reçoit son invité aujourd'hui, toujours dans le cadre de cette émission. Merci de faire de belles ovations pour Dr Philo dans son rôle. Merci, chers confrères, merci, chers compères. Alors, je suis très, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Et puis, partagez, mon cher. Oui, je voudrais également que tous les pensionnaires de ce studio m'ovationnent encore très, très fort. Merci beaucoup. Surprise. Pensionnaire, on n'a pas de matelas ici, frère. Une surprise pour vous, s'il vous plaît, je parle. Alors, une grosse surprise pour vous. Alors, celle-là même, c'est une icône de l'humour en Côte d'Ivoire que je reçois sur mon plateau, mon éminent plateau, mesdames et messieurs. Alors, elle est née en 1995 au CHU de Yopougon. Elle a fait ses premiers pas dans l'humour en 2017, mesdames et messieurs. Soufflez que je me trompe parfois. Alors, si je vous dis Justine, vous allez me regarder comme ça. Ah, mais quand je vous dis Zuno alias Bouche Pointu, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, ovation. Allez, bonsoir. Merci. Bonsoir. Tu es beau. Merci. Merci. Tu es beau. Tu ne démérites pas du tout, en tout cas. Bonsoir tout le monde. En fait, je passais. On m'a dit que j'allais avoir une émission aujourd'hui. Effectivement. Attends, dans 2 jours, j'ai mon spectacle. Tu es la bienvenue. Donc, je suis venu vendre un ticket ici. Allez, par ici. Je vends. Il y a un ticket. S'il vous plaît, on va sortir. S'il vous plaît. On va sortir. Merci beaucoup. Là, c'est pas ma... Alors, Jean-Michel, rapidement,
Puisque mon invité s'est installé magistralement sur mon plateau, bonjour Eunice, bienvenue. Bonjour mon frère. Alors, 21 mai, Palais de la Culture de Treichville, vous dites, sur vos affiches, laissez-moi parler. Oui, laissez-moi parler. Qu'est-ce que vous allez dire que vous n'avez jamais dit encore? Si j'ai dit ça ici, est-ce que les gens vont venir l'écouter? Et surtout, qui l'empêche ou qui veut l'empêcher de parler? Voilà. Tout le monde m'empêche de parler. Quand je veux parler, on me dit, toi là-même, tu veux dire quoi? Mais peut-être un peu. Je veux dire un petit truc où on dit, hé, la fille, la parle trop, ta bouche pointue. On m'attaque de partout. Je dis, cette fois-ci, là, sur scène, là, il n'y a pas quelqu'un qui a venu m'attraper. Je vais tout dire. La liberté. Hein. Voilà. Alors certaines personnes se demandent que Eunice Junon, vous êtes web humoriste. Alors, vous allez pour un one-woman show au Palais de la Culture ce 21 mai à partir de 19h07. C'est ce que de votre affiche. Alors, à quoi on va s'attendre? Vous allez, ce sera des lancements de vidéos ou bien c'est un one-woman show avec le micro à la main? Donc, des Ivoiriens s'interrogent. Le théâtre de vidéo, je vais faire. Comment ça que théâtre de vidéo? Je dis one woman show, c'est du stand-up. Je vais faire de l'humour comme les grands là, les Galawal, Magnifique et tout ça. Alors, Eunice, c'est sûrement une question à propos, puisqu'on vous a découvert et apprécié en tant que créatrice de contenu, c'est comme ça que ça se dit, hein? Digital, avec des vidéos que vous arrivez à mixer pour déclencher le rire chez nous. Jamais on ne vous a vu dans cet exercice de vannes alignées en mode stand-up. Attends, j'ai fait ça. Ah, d'accord. Je fais ça, mais je ne communique pas vraiment dessus. C'est à cause du buzz. On m'a blagué que, tu fais bien les vidéos là, il faut faire vidéo. Donc moi aussi, je suis dans vidéo seulement. Quand je vais faire un peu d'humour, je ne filme pas ça. Je me suis trop concentrée sur les montages vidéo. Donc maintenant, j'ai dit, trop c'est trop. Parce que les gens me négligent parce qu'ils ne veulent pas me respecter là. Il faut que je les envoie aussi sur la scène. Vous faites du stand-up que, voilà, je suis là-bas aussi. Voilà. Et Eunice, depuis quand vous faites du stand-up? Vous faites du stand-up depuis quand et où? Puisque vous ne montriez pas. J'ai déjà fait le Parlement du Rire, j'ai déjà fait Abidjan Capitale du Rire. Oui, J'ai déjà participé à des spectacles de Agalawal, de Ramatoulaye et tout ça. Ouais. Mais je n'ai pas vraiment mis l'accent dessus. Tout à fait. En tant que c'est là-bas qu'on peut manger un peu. Internet, là, vraiment... Merci pour être franchi, c'était bon de le préciser. Voilà, je veux vivre. Voilà, et Jean-Michel, mon invité va rester avec moi jusqu'à la fin de cette émission. À vous l'antenne, Jean-Michel. Quelle histoire! Et je dis ça justement pour jouer avec les mots. Histoire et invention, c'est Aloussen et c'est maintenant. Aloussen Sidibé, c'est histoire et invention. Aujourd'hui, on parlera de Otis Boykin. Otis Boykin est un inventeur afro-américain né le 29 août 1920 à Dallas, c'est au Texas. Boykin est père de plus de 28 inventions, sinon 28 appareils aussi utiles les uns que les autres. Boykin est célèbre, est célèbre pour avoir inventé ou sinon développer les ordinateurs IBM. IBM, vous connaissez, j'espère que je ne fais pas de publicité parce que IBM, c'est une... N'espérez pas, c'est ce que vous faites, allez-y. Puisque vous êtes déjà engagé. Je suis déjà engagé. Et il a aussi travaillé sur les systèmes utilisés pour les débriefilateurs, c'est ça, effectivement? Défibrillateurs. Défibrillateurs. Ce sont des systèmes de... comment attends que je trouve... Vous devenez fébrile du coup? Je deviens fébrile, je trouve l'expression adéquate. Des systèmes de stimulation utilisés par le personnel médical lorsque le cœur est vacillant, si je peux m'exprimer ainsi. Il a aussi développé des dispositifs, sinon électroniques, qu'on utilise dans des missiles et dans d'autres dispositifs. Boykin, c'est, si vous voulez, la crème des inventeurs afro-américains. Boykin, ça a un nom. Boykin, c'est un génie qui a donné de son temps, de son énergie et de son génie au monde. Parce que je ne dirais pas à l'Afrique, je dirais au monde. Mais ce qui est dommage, c'est que Boykin est occulté. Moi, Boykin, si je n'avais pas fait de recherche grâce à cette chronique, je ne saurais pas qui est Otis Boykin. Et c'est ce que je vous envoie à faire aussi, très chers téléspectateurs et aussi, chers copains. Faites des recherches sur ces hommes, sur ces femmes, sur ces noms qui ont développé du génie utile, pratique pour notre Afrique, pour notre monde, parce que nous sommes des Africains, nous sommes intelligents. D'accord, merci beaucoup. Sur ce, on va se dire au revoir et on va se retrouver la semaine prochaine. Donc, ne nous dites pas au revoir, restez avec nous, on a une question. Je pense qu'il est très important de rappeler ici, chaque mercredi, après la chronique de M. Sidibé, que les Noirs sont très intelligents. Ouais. Effectivement. Il faut le faire. Andrea, vous le regardez avec un certain air.
Monsieur Sidibé, c'est Je suis fière. Il m'a appris quelque chose aujourd'hui, je suis contente. D'accord. C'est tout, Monsieur Sidibé m'a appris. Sinon, si vous avez appris quelque chose, c'est quoi le nom de l'inventeur? Otis. Otis. L'autre nom? C'est compliqué à dire. Boykin. On applaudit pour elle. On applaudit. Moi, je te fais un compliment, je vais me mettre en difficulté. Tu vois ce que tu veux? Jamais, je t'écoute. Jamais. D'accord, allez, on a encore du temps pour pousser. Allez, je voudrais qu'on parle avec vous. D'accord. Vous avez une très belle histoire à partager avec nous. Oui, c'est vrai. C'est celle d'un biopic sur une formation africaine qui a rencontré beaucoup de succès. Oui. Et il fallait franchement les mettre en avant. Un point d'honneur, oui, sur ce projet-là. Et je vais vous expliquer ça tout de suite. D'accord. Après le jingle. Nous sommes en 1964. J'essaie de vous situer le contexte. Lorsque 10 jeunes musiciens originaires du Mali ont eu la chance d'aller, sinon l'opportunité, d'aller suivre une formation musicale à Cuba, à la Havane. Donc ces jeunes-là ont pendant plusieurs années appris tous les rouages de la musique et chemin faisant, ils ont décidé de monter un groupe musical. Ce groupe-là va s'appeler Maravillas de Mali. C'est un groupe... Ça veut dire quoi? Les merveilles du Mali. Les merveilles du Mali. En espagnol, oui. Maravillas de Mali. De Mali. De Mali. De Mali. Merci. Donc, ce groupe-là, c'est le seul groupe à cette époque-là qui est capable de chanter en espagnol, en bambara et en français. Donc, ils arrivent dans un univers tout nouveau pour eux. Ils essaient de découvrir pas mal de choses et... C'est dans cette atmosphère-là, qu'ils vont créer un tube. Un tube qui, à cette époque-là, est nouveau parce qu'ils étaient dans une tension, le pays Cuba, donc était dans une tension parce qu'il y avait le renversement du parti au pouvoir à cette époque-là par Fidel Castro. Donc, c'est un peu comme un souffle nouveau que ce groupe-là amène à Cuba. Et le son qui passe en ce moment, qui est Rendez-vous chez Fatimata. Et qui fait plaisir à Riziaron, parce que je sens j'adore. Va en fait ramener un peu de baume au cœur dans le public, enfin, on va dire africain et même à Cuba. Donc, fort de cela, ils ont eu du succès, ils sont devenus des stars et tout. Mais ce succès-là sera que de courte durée parce qu'en 1968... Feu de paille alors. Feu de paille, on va dire. En 1968, au Mali, le président en place a été évincé. Et cela va avoir des répercussions sur la carrière de ce groupe musical parce qu'ils vont commencer à recevoir des petites menaces ça et là. Ils vont se sentir en danger. Donc ils vont décider, le chef d'orchestre du groupe va donc décider de se retirer, de venir s'exiler ici en Côte d'Ivoire. Il demande donc à ses compatriotes, enfin à ses collègues de le suivre, mais personne ne voudra tenter l'aventure avec lui. Voici ainsi posé le contexte. Est-ce que vous voulez connaître la suite de mon histoire si intéressante? Bien sûr. Je vous propose donc de recevoir sur ce plateau le chef d'orchestre de ce groupe-là. C'est M. Bokana Maïga. C'est une légende de la musique ivoirienne. Il a travaillé avec pas mal de personnes. Welcome, sir. Et il devait être accompagné normalement du... Je vous donne... Vous méritez de vous asseoir. Il y a aussi le réalisateur du documentaire, Monsieur Meunier. Est-ce qu'il peut venir sur ce plateau? Applaudissements pour lui. Voilà. Je me mets debout. Oui, tenez. Voilà. Comme ça, on a toutes les positions. On a la position assise, la position debout. Ok. Donc voilà, j'ai un peu brossé le sujet. Est-ce que vous avez des choses à rajouter concernant ce projet? Le projet, il est formidable. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à vous. Le projet, c'est un film sur la vie de Maravillas de Mali et de Bokana Maïga. Parce que Bokana Maïga, vous l'avez connu, à la deuxième étape, l'étape de la Côte d'Ivoire, dans ce même studio avec les 4 Béchos. Et le film qui a été tourné à Cuba, entre Cuba et l'Afrique et le Mali, parce qu'il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Niger, il y a le Mali et Cuba, avec notre ami Richard Meunier qui est le réalisateur. Richard Meunier qui est le réalisateur du film. Alors sur combien de temps avez-vous produit cette œuvre? Enfin, œuvre ciné... Documentaire. Documentaire. Oui, c'est un documentaire, 20 ans. 20 ans de travail. Ouais. J'ai commencé en 2000 et j'ai fini le dernier tournage en 2018. Le film est sorti en France en 2020. Épuisant et à la fin passionnant Épuisant, oui, forcément, sur 20 ans, mais plein de belles choses. Et puis surtout, la
la satisfaction d'avoir remis ce groupe sur l'échiquier de la musique du monde, de raconter une histoire de l'Afrique et d'avoir le maestro, de ramener le maestro 50 ans plus tard sur les traces de son passé à Cuba. Qu'est-ce qui a rendu le travail, je le disais tout à l'heure, exaltant, mais surtout compliqué? Est-ce qu'il y a eu des nœuds? Parce qu'au début des années 2000, je pense que ce sujet n'intéressait pas beaucoup les diffuseurs en France. Voilà, on parlait de la décolonisation, on parlait de cette période un peu trouble aussi entre la France et les pays africains. Et puis raconter l'histoire de ces Maliens qui étaient partis à Cuba dans les années 60, il n'y avait pas vraiment d'écho. Et je pense que le prisme a changé sur les diffuseurs et les télés françaises sur cette période. Et donc à partir des années 2000-2010, ça a intéressé beaucoup plus de monde. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'il devient ce groupe aujourd'hui, Monsieur Bokana Maïga? Pardon? Que devient ce groupe aujourd'hui, Africa Mia? Nouvelle génération existe, parce que nous avons tourné déjà avec une centaine de dates. Avec le Covid, on a arrêté de tourner. Il y a Maravillas de Mali avec les musiciens de Cuba, les anciens. Là, c'est la première génération. Ils sont tous décédés. Vous avez l'unique survivant de ce groupe-là devant vous, c'est Bokana Maïga. Oh là là. Et les Maravillas existent. Maravillas de Mali, nouvelle génération, deuxième génération de Maravillas de Mali, avec les anciens musiciens de Cuba qui ont commencé avec moi dans le même conservatoire à La Havane. Voilà. Ce documentaire, c'est donc une partie de votre vie? Oui, ce documentaire retrace la vie de Maravillas de Mali et la vie de Bokana Maïga jusqu'en 1973, parce qu'en 1974, j'arrivais en Côte d'Ivoire, à Abidjan, dans ce même studio. J'étais avec George Benson, l'animateur que vous connaissez. Tout a commencé ici. Et vous-même, vous êtes devenu aussi animateur. Vous avez sur une chaîne internationale présenté des vidéos, des artistes. Oui, sur TV5 Monde, c'est là depuis 20 ans. Oui. Je m'occupe de la musique africaine et surtout de rencontrer les artistes et leur donner la possibilité de faire leur promotion sur une chaîne internationale. Et donc, pour tous ceux qui sont intéressés, pour tous ceux qui aimeraient savoir un peu plus sur les Maravillas, Monsieur Meunier, le documentaire sera diffusé très bientôt en salle, c'est ça? Oui, alors il sort vendredi en salle dans les Majestiques à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc vous dites vendredi, c'est celui de cette semaine? Ouais, ce vendredi 21, d'accord. Ce soir, il y a une avant-première publique aussi à l'Institut français. Okay. Et puis il sort surtout aussi dans tous les pays francophones. Donc c'est une vraie fierté aussi de montrer ce film à l'Afrique. Évidemment, la Côte d'Ivoire et au Mali qui sont chers au maestro, mais aussi à tous les Africains. Parce que c'est un vrai témoignage sur cette période et aussi sur ce groupe mythique. D'accord. Alors, Bokana Maïga, votre vie, elle est pleine d'enseignements, pleine d'expériences. Que pensez-vous que ce documentaire peut apporter comme enseignement à cette, puisque vous évoquiez la nouvelle génération, à cette génération qui regarde, qui se replonge dans le passé à travers cette œuvre? Disons, ce documentaire parle d'histoire. C'est vraiment l'histoire de la world music même, parce que nous étions le tout premier dans les années 60. Hein, ça ne vous rajeunit pas, ou ça ne vous rajeunit pas. Dans les années 60. Mais on est fascinés. Hein. Bien sûr. Bien sûr. À chanter dans nos langues, en bambara, en français et en espagnol. On était les premiers. Et aujourd'hui, voir ce disque-là, c'est pour moi un bonheur, parce que vous allez découvrir une belle histoire. Voilà, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Et si on veut la voir physiquement, ce documentaire, c'est possible ou pas? Il sort au cinéma surtout, il est sorti en DVD en France. Il va passer sur Canal Africa aussi, Canal Plus Afrique en juillet. Mais en tout cas, il sort dans toutes les salles là, Majestic. Ici, à partir du vendredi 21 mai. Voilà, à partir de vendredi. Voilà. Écoutez, Monsieur Meunier, mission pour vous, faites en sorte qu'on puisse avoir aussi le DVD physique dans les rayons en Côte d'Ivoire. On va y travailler. Parce qu'on adore Bokana Maïga aussi. Promis, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, bon retour. Et voilà. On retourne sur le plateau de notre cher animateur, Dr Philo, Eunice Zounon. Voilà, merci beaucoup Jean-Michel de me passer l'antenne. Eunice Zounon, un spectacle inédit ce 21 juin à partir de... 21 mai. 21 mai, autant pour moi, c'est un lapsus. Ce 21 mai à partir de 19h07 au Palais de la Culture. Eunice Zounon, est-ce que vous avez le soutien de vos collègues humoristes? De vos aînés, un peu comme on a vu avec l'aîné Bokana Maïga. Bien évidemment, j'ai le soutien de tout le monde. Hein. Oui. Les dévanciers, là, Koro Abou, Digbe Cravate, Gohou Michel, Agalawal, Ramatoulaye. Oui. Même toi, Philo, tu es dedans. Oui. Vous aussi, vous êtes dedans. Vous m'invitez.
le soutien de tout le monde. C'est pour vous dire que la solidarité règne entre les humoristes en Côte d'Ivoire. Mais on t'a vu ce matin faire un direct avec Ténor, le fameux Ténor. Vous étiez même en tout jaune, tout ça là. Je sais pas. Il sera là, il sera au spectacle. Oui, l'artiste camerounais sera présent. L'artiste camerounais. Moi, j'ai rien dit. Hein. D'accord. Mais une chose est sûre. moi, j'ai rien dit. J'ai dit Ténor, j'ai pas dit l'artiste. J'ai dit Ténor, c'est un artiste camerounais. Une chose est sûre, c'est que Ténor est là avant, pendant et il sera là aussi après. Après. Avec Eunice. C'est bien ça? Merci de rester à vous. C'est là, elle soit à l'une. Elle soit à Ténor. On va laisser gros phrase. Elle soit à Ténor. Pour continuer. Tu m'as vu là. On sort, on va manger. On sort ensemble, on va manger. Avant, pendant et après la pub. Restez avec nous, à tout de suite. Passez des moments exceptionnels toute la semaine avec C'est Midi. Depuis toi, tout se rattrape demain. Et c'est dans le travail que tu vas réussir ton savoir. Lundi, c'est inédit. Des invités font des surprises à leurs proches en direct sur le plateau. Mardi, émotion. Des confidences, des témoignages émouvants, vos histoires de vie. Mercredi, jour de chronique. Faites le plein des cultures et découvrez des invités inspirants et modèles de notre société. Jeudi, le grand déballage. Des sujets de société qui vous interpellent avec la présence d'experts pour vous éclairer. Vendredi, c'est la grande finale. Le show pour célébrer des personnalités nationales et internationales. Hommage exceptionnel. À 12h, retrouvez C'est Midi avec Jean-Michel Aunin du lundi au mercredi et Caroline Da Silva jeudi et vendredi sur RTI 1. Ça fait plaisir de vous avoir après la pub. Nous sommes de retour. C'est Midi, le grand jour chronique en direct sur RTI 1, mesdames et messieurs. Prochaine escale de cette émission dans la tête et les préoccupations de nos followers. C'est une science particulière que maîtrise l'esprit Paulus. Bon, plus sérieusement, il va diffuser du savoir pour étancher la curiosité d'un de nos internautes. Après ça. Paulus Agathon, C'est Midi, répond à vos questions. Pour la question du jour, j'aurais préféré qu'elle nous soit parvenue, on va dire, un mois plus tôt, voilà, dans le mois d'avril. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. C'est un mea culpa pour commencer. Oui. Alors la question, c'est celle de Khaled Touré qui dit, moi j'ai une question qui me fatigue. C'est quoi l'origine du poisson d'avril ? Mais en même temps, je réfléchis et je me dis que si la question était arrivée en avril, peut-être que quand j'allais donner l'explication, les gens allaient penser que c'est un poisson d'avril. Ah, c'est bien rattrapé, mon frère. Ouais. Alors, Paula nous avait envoyé en 1964, on va aller des centaines d'années en arrière, plus exactement en 1564, à l'époque du roi Charles IX, il était dans le temps roi de France. Alors, il se trouve qu'à l'origine, l'année commençait en France, soit pendant la fête de Noël ou pendant la fête de Pâques. Mais dans d'autres régions, ça commençait également entre le 25 mars et le 1er avril. Et donc, quand l'information, sinon quand la décision a été adoptée par le roi Charles IX, puisque dans le temps, l'information n'était pas démocratisée comme c'est le cas aujourd'hui, certaines personnes ne l'avaient pas. Et donc, ces personnes-là continuaient à célébrer le Nouvel An, soit pendant la fête de Noël, pendant la fête de Pâques ou encore entre le 25 mars et le 1er avril. Donc, pour leur faire des faces, ceux qui célébraient le Nouvel An alors que ce n'était pas le cas, voilà, des gens leur envoyaient des faux cadeaux. Donc, ça pouvait être des boîtes vides emballées. Et c'est comme ça qu'est né en réalité le poisson d'avril. Vous allez certainement me demander, mais c'est quoi le lien avec le poisson? Voilà. Alors, il se trouve qu'en fait, voilà, Charles IX, c'est celui que vous allez voir à l'écran maintenant, le roi de France des temps, dont il s'agit. Et le lien avec le poisson, c'est qu'à cette même période, il se trouvait qu'on interdisait aux pêcheurs d'effectuer leurs activités. Pourquoi? Parce que c'était dans le but de permettre à la faune marine de se renouveler. Et donc, pour, on va dire, tirer un petit sourire à ces pêcheurs-là, les cadeaux qu'on leur envoyait, c'était des dessins, des poissons en dessin, ou des poissons en caoutchouc, des trucs comme ça. Donc, quand ils recevaient, ça leur, des figurines exactement, ça leur donnait un petit sourire, et voilà. Et depuis l'an dernier, pour raison de Covid, il paraît que nos poissons d'avril portent maintenant des cache-nez. Ah, c'est sympa comme culture. Merci beaucoup, mon cher Paulus Agathon. Mesdames et messieurs, nous allons recevoir dans un petit moment Sharon Okoni, elle est Congo, elle est fondatrice de l'ONG Jeunesse africaine contre la corruption et pour la transparence, JEACT, c'est comme ça que ça s'appelle. Elle est jeune ambassadeur de l'Union africaine contre la corruption, région Afrique centrale et auteur d'un ouvrage Génération Casse-Croûte. Bienvenue sur le plateau de C'est Midi.
C'est moi qui vous remercie. Vous êtes diplômé d'un master en business management obtenu en Afrique du Sud. Voilà, on ne va pas parler anglais avec vous, hein. On va parler français. L'objet de votre visite, c'est cet essai littéraire, c'est bien la nature de l'ouvrage Génération Casse-Croûte, édité par Edilivre en France et sorti le 21 décembre 2020, que vous venez partager avec nous. Je dois vous dire que j'ai avalé avec plaisir tous les morceaux de cette œuvre. Merci. Et en entrée, en guise d'entrée si vous voulez, il ne m'a plu de souligner quelques petites phrases. Déjà à la page 9, vous dites « Je vous dédie mon premier jet qui revêt pour moi une signification particulière ». Expliquez-nous. Déjà, quand je parle de signification particulière, c'est mon premier ouvrage. Et quand j'ai rédigé ce livre, on était en plein confinement. C'est bon, je tiens le micro. Donc vous pouvez le poser. Alors, elle a déjà, ok, allez-y. Elle a déjà le micro, oui, c'est bon. Ok. Quand j'ai écrit ce livre, je l'ai écrit en plein confinement. Et ce livre, comme je le dis, signification particulière parce que je m'adresse à une cible bien précise, notamment la jeunesse africaine. Et j'y ai mis beaucoup de mon énergie. Et je pense que ce livre est mon premier jet et de ce livre sortira une bibliothèque. Mais pour l'heure, j'y tiens beaucoup, d'où cette signification particulière. D'accord. Alors, page 7, vous mettez, c'est un extrait, hein, à Marien, mon frère, mon ami, à qui j'ai partagé les premières lignes de cet ouvrage, qui a eu la gentillesse de le conduire dans toute sa cadence et de lui donner un style dès le début. Faut-il y voir une co-rédaction? Je ne dirais pas co-rédaction, mais j'ai beaucoup consulté Marien, parce que Marie et moi, on discute beaucoup sur les questions d'actualité, et il est comme un confident. Donc, je me suis dit, pour ce livre, qui est la bonne personne avec qui je vais discuter sur certains sujets et comment il va me diriger, parce que j'estime que j'ai quand même une plume assez virulente. Donc, on ne va pas dire les choses aussi assez crues. Donc, il faut quelqu'un pour essayer de me dire... Voilà, d'atténuer, pour me dire, Sharon, ça, il faut le dire comme ça. Sharon, ça, il ne faut pas le dire ainsi. Et Marien était la bonne personne pour le faire. Donc, il m'a donné un style. Comme c'est mon premier livre, donc il a essayé de bien conduire ma plume. Donc il m'a donné un style pour que je puisse bien rédiger Génération Casse-Croûte. Alors on dit merci à Marien ou pas? Si, on dit merci à Marien. Génération Casse-Croûte. Il faut dire que pour avoir lu l'ouvrage, la définition se répand à travers les pages. Elle s'explique franchement généreusement. Mais puisque vous êtes sur le plateau, dites-nous, pour ceux qui découvrent, c'est quoi la génération Casse-Croûte? Déjà, Génération Casse-Croûte, c'est un titre évocateur, à la fois révélateur. Je traite du laxisme d'une jeunesse africaine désœuvrée. Et comme vous avez pu le constater dans Génération Casse-Croûte, je traite de plusieurs thématiques, à savoir la corruption effrénée, la violation des droits de l'homme, et aussi la facilité auquel fait face la jeunesse, la précarité, l'oppression, le manque de démocratie, la médiocratie qui fait de l'ombre à la méritocratie. Ce sont tous ces facteurs-là, toutes ces thématiques que j'aborde au sein du livre Génération Casse-Croûte. Donc dans ce livre, c'est juste une analyse d'un constat saumâtre que j'essaie de dépeindre chapitre par chapitre en véhiculant un message tout en ciblant des personnes bien précises. Alors vous me direz si je résume bien, mais il m'a semblé, peut-être pour une définition un peu plus simple, que la génération Casse-Croûte, c'est cette jeunesse africaine frappée par le chômage, suiviste, uniformisée, muselée, manipulée, endoctrinée, orientée à lutter pour défendre, je reprends vos expressions, vos termes, le roi et non la République, des jeunes spectateurs de leur destin. Oui, si vous avez remarqué, c'est un peu ce qu'on voit au sein de nos sociétés africaines. Ces jeunes qui, au lieu de se battre pour leur destin, qui, au lieu de se dire qu'ils sont le levier de changement de notre continent, ces jeunes sont je dirais, peut-être dans l'obligation de se mettre au bottes du maître pour pouvoir survivre. Donc, c'est ce que j'essaie de présenter dans mon livre, et j'aimerais bien préciser que je n'attaque pas, je ne condamne pas, je dénonce et j'interpelle. Et tout en interpellant, je propose aussi des pistes de solutions. Est-ce que je peux vous interpeller? Juste une petite minute, le temps qu'on fasse une pause publicitaire. Merci, c'est gentil. À tout de suite.
Génération Casse-Croûte, c'est l'ouvrage de Sharon Anconi, le Congo, avec qui nous échangeons. Voilà, Sharon, est-ce que vous avez déjà fait partie, un tant soit peu, de cette génération Casse-Croûte que vous dénoncez dans votre pavé? Je peux être, peut-être, je suis peut-être une génération, je suis peut-être dans cette génération Casse-Croûte et je l'ignore. Peut-être, on ne peut pas être, il n'y a pas de peut-être, soit non, je ne le suis pas, je ne le suis pas. Vous l'avez été? Je ne l'ai jamais été. D'accord. Mais je pense que vu que je suis jeune et que je suis aussi dans cette génération, donc je me dis peut-être je suis une casse-croûte qui s'ignore et qui, d'une manière ou d'une autre, a pris conscience un peu plus tôt pour essayer de, à la fois, réveiller et éveiller les consciences. D'accord. Donc l'objectif, c'est de... Ah pardon, vous avez dit tout à l'heure, merci. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez dépeint les différents mots que la jeunesse Afrique tente. Enfin, vous avez parlé de corruption et tout ça. Est-ce que c'est seulement les Africains, la jeunesse africaine qui fait ça? Je pense que c'est généralisé, tout le monde, il y a la corruption partout. Pourquoi est-ce que vous ciblez seulement les Africains? Je cible mon continent. Parce que j'estime que à l'Occident, ils font des efforts pour reculer la gangrène, du moins pour l'éradiquer. Et la jeunesse européenne, s'il faut le dire à l'Occident, est vraiment impliquée dans la lutte contre la corruption, ce qui n'est pas le cas en Afrique. Donc quand je parle de corruption et que je parle précisément de mon continent, c'est parce que j'attends beaucoup de mon continent. C'est parce que aussi je veux prendre une part active dans le développement de mon continent. C'est aussi parce que je veux impliquer la jeunesse africaine qui est un rempart de lutte contre la corruption. Est-ce que ceux à qui vous vous adressez véritablement, est-ce qu'ils sont véritablement la cible? Parce que je ne pense pas que généralement, sur le terrain, les personnes qui sont, entre autres, ceux qui gangrènent la société ne sont pas forcément... ils sont généralement analphabètes. Est-ce qu'ils vont lire? Est-ce que c'est quelque chose... Attention. Parce que, oui, pas que des analphabètes. Hein. Je dis généralement. Même les plus instruits sont... C'est généralement des analphabètes qu'on voit sur les... Donc je me demande, est-ce que écrire un livre, c'est la solution? Non, c'est pas. Ce que vous dites a un sens. Ce que vous dites a vraiment un sens. Vous êtes en train de me dire pourquoi cibler seulement ceux qui sont éduqués, pourquoi qui savent lire. Qui savent lire. Pourquoi ne pas cibler aussi ceux qui ne sont pas éduqués? Oui, est-ce que véritablement le fait d'écrire un livre, est-ce que cela règle définitivement le problème? Oui, cela règle pas définitivement le problème. Pour un temps soit peu, quand même. Pour un temps soit peu, cela éveille les consciences. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas éduqués, je suis en train de réfléchir sur les mécanismes à mettre en place pour pouvoir toucher aussi ces cibles. D'accord. D'accord. Je lis ici, les réseaux sociaux sont le terrain de jeu privilégié de la dite jeunesse qui ne vous affronte jamais en live, face à face, par manque évident de courage et de maîtrise de soi. Par contre, planqués derrière un écran, ils sont très actifs et toujours à l'affût. Dès que vous émettez une critique ou une simple remarque concernant la gestion de votre ville, les larbins du maire vous tombent dessus pour défendre leur idole injustement brimée. Et ce syndrome circule dans les veines de la jeunesse, celle qui a fait le vœu de se nourrir des croûtes de pain pour devenir aujourd'hui la génération casse-croûte des faiseurs de rois au cœur du pouvoir. En français facile. Pour le commun des mortels. En français facile, je pense que nous tous ici, on a déjà été victimes de ça. Sur les réseaux sociaux, on vient dénoncer un fait. Vraiment quelque chose qui est visible. Et ceux-là qui sont à côté... ceux-là qui vivent dans un paradis doré vont venir nous attaquer, parfois nous traiter même d'opposants. Je me suis rendu compte qu'en Afrique, être opposant est une menace, est un danger. Ils vont venir nous traiter d'opposants alors que non. Nous sommes simplement soucieux du développement de notre continent. Nous voulons juste que notre continent soit un modèle. Et ils viennent comme ça, ils nous attaquent. Donc c'est ce que je suis en train, c'est ce que je dépeins là. D'accord. Page 34, vous dites, après ce récit, je prie un bol de tisane pour calmer ma migraine. En page 51, vous dites, le calvaire qui rend mon cœur inerte. Vous en souffrez autant de ce qui se passe sur le continent? Oui, j'en souffre énormément. C'est pourquoi dans le livre, je dis, je prends un bol de tisane et pour essayer d'évacuer ma peine, parce que je veux vraiment voir une jeunesse responsable, consciente, éduquée. Laissez-la finir. Voilà. Laissez-la finir, oui. Une jeunesse éduquée qui est consciente que c'est par elle que le continent prendra son envol. On aurait pu le titrer... On aurait pu le citrer autrement, votre ouvrage peut-être en disant la jeunesse africaine dont je rêve.
Vous êtes d'accord ou pas? Ce sera peut-être l'objet de ma prochaine œuvre. Ok, c'est compris. Alors finalement, ce livre, est-ce que c'est un appel au sursaut, au réveil, un sonneur d'alarme, un miroir ou un carnet de recettes pour changer les codes mentaux de cette jeunesse dite casse-croûte? C'est tout ce que vous avez eu à énumérer. D'accord. Bah écoutez, merci, ça a été un plaisir de partager cette émission avec vous. Sharon, Anthony, le Congo. Et on n'oublie pas, Dr Flo et Nice, la date du spectacle de Nice pour terminer. Et merci beaucoup de me redonner Jean-Michel Honneur. Rapidement, je suis avec Eunice Vinon ce 21 mai, Palais de la Culture. Lancez votre appel, Eunice. Lancez votre appel, il y a des remerciements. Il n'y a pas de remerciements, venez seulement. C'est vrai que vous avez acheté les tickets, mais ne restez pas à la maison, venez. Parce que j'ai quelque chose d'inédit à donner. Ça sera la première fois de voir. Est-ce que vous avez le soutien de Vidéro? Rapidement, Eunice Vinon. J'ai fait quoi avec son soutien? Elle n'est pas obligée, au fait. Allez, merci beaucoup. Un grand merci à nos chers amis du public d'avoir participé à cette émission. Merci. Bien sûr, les élèves de l'établissement Gloris de Yop. Merci à notre invité. Merci, au revoir. Disponible où? Et n'oubliez pas que vous pouvez obtenir cet ouvrage disponible à la librairie de France. Voilà, et bientôt à la FNAC. Bonne journée sur RTI1. Demain, Caroline Da Silva sera avec vous jusqu'à vendredi. Allez, plein de bonheur. Salut.